Merci beaucoup. Merci. Écoutez, nous allons parler aujourd'hui de nation branding, c'est-à-dire on va se poser la question de savoir si le fait d'être très conscient, voire fier, pourquoi pas, d'une identité, ça peut nous permettre d'innover, d'avancer, et puis on va essayer de faire un petit cas quand même, c'est de se poser la question de ce que pourrait être l'identité d'un nation branding espagnol, et puis si après tout, entre la France et l'Espagne, il peut y avoir des ponts. Alors, je voudrais commencer en vous disant qu'il y a des réalisations économiques extraordinaires en Europe. Et bien souvent, beaucoup d'entre elles sont françaises. Alors bien sûr, on pense au luxe toujours dans ce cas-là, avec Dior, Hermès, Vuitton, etc. Mais si on pense aux enjeux de demain, l'eau avec Veolia, l'énergie avec Engie, qui est leader de la transition énergétique, l'économie collaborative, je pense à Blablacar, la distribution, Carrefour, les services, AXA, etc. Il y a des boîtes françaises mondiales extraordinaires. Quand on en vient à parler de l'Espagne, mis à part Zara, il semblerait qu'on ne place pas les entreprises espagnoles dans ce même cadre. Alors il y a plein de raisons. D'abord, les Espagnols ont surinvesti l'Europe et l'Amérique latine, alors que ce qui vous colle sur la carte aujourd'hui, c'est l'Asie et les États-Unis. Il y a des particularités locales, gouvernementales qui sont compliquées, mais enfin pensez juste à la Suisse dans ce cas-là, et il y a d'autres pays. L'Espagne ne semble pas, comme l'Italie, comme l'Allemagne, voire par exemple la Scandinavie, la Suède avec Volvo et Ikea, ne semble pas placer ces marques au même niveau en termes de perception. Et lorsqu'on essaye de faire correspondre la perception avec la réalité, eh ben, on voit que dans le ranking de ce qu'on appelle le classement d'attractivité des pays, ne cherchez pas l'Espagne, elle n'y est pas. L'attractivité d'un pays, c'est le croisement entre son roman national, son roman historique, son roman culturel, son roman sportif, que serait la Nouvelle-Zélande, sans les All Blacks, son roman musical, culturel, pensez à la Jamaïque, et puis bien évidemment son roman économique. Et quand on en vient à essayer de faire un focus sur ce que peut être l'économie, là vous avez par exemple le classement Made in. Made in, c'est de la capacité qu'ont les pays à produire chez eux. Et vous voyez par exemple que les USA sont premiers parce qu'ils ont des boîtes comme Google, comme Nike, comme Apple, et donc ils sont plus forts dans un classement Made in que dans l'attractivité globale du pays. Et nous, regardez, même chose. On est 17e globalement, mais on est second sur notre capacité à produire. Et quand on cherche l'Espagne, l'Espagne ne tape pas à la porte du top 10, n'arrive pas à y rentrer, ce qui pour moi, je dois vous avouer, est une anomalie complète. En luxe, il y a l'OEV et d'autres, mais au bout du bout, vous réussissez à rentrer dans le top 10. En mode, ce n'est jamais que la 7e place. Et en food and beverage, la 3e. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est important tout ça? Ben oui. Les pays ont des offres culturelles, des offres de tourisme, des offres gastronomiques, des offres d'études, de multitudes d'offres. Ces offres sont en concurrence avec les offres venant d'autres pays. Et il y a une question qu'on peut se poser, qui est-ce que le fait que ces offres soient proposées par un pays qui a un type de valeur, est-ce que ça peut provoquer une petite différence ou pas? Sincèrement, la réponse est oui. Donc il faut s'atteler à ce sujet. Alors, la Grande-Bretagne dit d'elle qu'elle est great. L'Inde, qu'elle est incroyable. Les Néo-Zélandais disent qu'ils sont 100% purs. Le Pérou pense qu'en mariant son histoire et sa technologie, et en faisant de l'arrobase avec les symboles des pyramides, les Nazca, les Incas, etc., on réussit à allier modernité et histoire sur le territoire sud-américain. Et vous avez des pratiques qui sont vraiment des pratiques marketing. Regardez, on se croirait chez Procter. Ça, c'est la roue marketing de la Suède. La Suède veut être progressive. Et vous voyez que quand Volvo vous dit aucun mort à l'horizon 2020, ben, vous comprenez que ça vient d'un pays. Quand Ikea veut également offrir à la jeunesse un habitat, vous voyez que ça veut dire quelque chose. Alors, je ne vous parle pas de la roue de la Suisse. Il faut prendre très au sérieux ces choses-là, parce que ça fait 10 ans que la Suisse travaille son nation branding. La Suisse est maintenant le second pays en attractivité au niveau mondial. Alors, la France. La France, elle s'est attaquée au sujet. Nous avons travaillé pendant 2 ans et demi sur ce sujet, interrogé 800 décideurs économiques, 2500 Français, toutes les chambres syndicales. Et le nation branding français, on l'a traduit autour de 3 valeurs. Parce qu'après tout, si un pays existe depuis le 5e siècle, c'est qu'il doit quand même avoir quelque chose d'assez solide. La première de ces valeurs, c'est l'amour des gestes, des démarches et des savoir-faire. En France, nous normons tout.
Dans le monde entier, il y a des gens qui, à un moment donné, prennent un fil, mettent 2 aiguilles au bout et puis font un double nœud avant de coudre. Hermès a appelé ça le point sellier. Chez Carrefour, lorsque nous étions en train de travailler sur des crises, Carrefour avait le principe d'intervention, le principe de précaution, le principe de protection. Nous normons tout ce que nous faisons. Chez Dassault, ça s'appelle les schematics. C'est notre culture d'ingénieur. Alors, ce n'est pas par fétichisme. Quand vous normez, vous pouvez d'abord transmettre. Ensuite, vous pouvez enseigner. Ensuite, vous pouvez décider qu'il y a une maîtrise. Ensuite, vous pouvez labelliser. Et vous avez la création de valeur. Ici, je suis en Espagne. Quand je travaillais pour Moët et Chandon, je me souviens que, alors en France, on dit Freixenet, ici on dirait Freixenet, avait en blind test des scores aussi bons que Moët. Sauf que ce n'est pas un champagne, parce que ce n'est pas la méthode champenoise. Parce qu'une bouteille n'est pas inclinée d'un certain type de degré, etc., etc. Et il faut vendre 8 bouteilles de Freixenet pour obtenir le prix d'une bouteille de Moët. Deuxième, normalement il y a marqué l'obsession de la vision. Deuxième pilier, la vision, l'obsession de la vision. En toute chose, nous voulons voir l'objet de ce que nous faisons. Nous ne vendons pas des produits laitiers, nous faisons de l'alimentation notre première médecine. Nous ne faisons pas des trains à grande vitesse. Nous voulons désenclaver les villes. Et donc en France, toujours, on veut savoir pourquoi. On ne peut pas faire les choses normalement. Il faut que l'on essaye de comprendre quelle est la vision. Enfin, dernier chapitre, l'art de la surprise. Nous ne sommes jamais là où on nous attend. Nous ne voulons jamais suivre et mettre nos pieds dans les traces des autres, et en toute chose, nous voulons faire modèle. Regardez la dance music. Normalement, c'est le domaine des Américains. Sur les 10 premiers vendeurs de disques mondiaux, il y a 8 Français. Nous ne sommes jamais là où on nous attend. Et tout ça, ça fait de nous des multiplicateurs de valeur. La France n'est pas un créateur de valeur ajoutée. La France multiplie la valeur de ce qu'elle touche. Avec la France, tout est plus. Plus pensé, plus intelligent, plus puissant, plus neuf, plus étonnant. C'est ça le pari de la France, c'est que quoi qu'il arrive, il faut multiplier la valeur des choses. Et lorsque nous avions accompagné Toyota pendant 8 ans et son usine à Valenciennes, un jour les Japonais nous ont dit « Voilà, nous on a décidé d'appeler cette usine Made in Toyota in France. Parce qu'au pays du Toyota modèle, vous avez réussi à amener quelque chose. » Alors en Espagne, est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose comme ça ? Vous voyez ces 3 valeurs, il y a notre culture d'ingénieur là-dedans, il y a notre culture tout court là-dedans, il y a notre panache, notre savoir-faire, le fait qu'on ait des têtes de mule là-dedans. Donc il faut se servir de sa culture, et le problème des autres pays, c'est qu'ils essayent de faire un schisme entre un modèle culturel et un modèle économique, et c'est une bêtise absolue. Vous voyez, moi j'ai essayé, depuis que je sais que je viens ici, donc il y a une quinzaine de jours que je me penche sur le cas, et je me suis dit, tiens, voilà 2 hommes, l'un du sud, l'autre du nord, intrinsèquement liés à la France, Dali et Picasso. Et bien vous voyez, quand vous prenez l'un et l'autre, vous savez, il y a toujours le côté, quelle est la stratégie, quelle est l'exécution, la part de stratégie, la part d'exécution. Quand on voit la vie de cet homme, c'est le plus grand créatif du monde. Quand on voit la vie de cet homme, c'est le plus grand stratège du monde. Et vous savez, quand Apple enseigne le design à ses ouailles, voilà ce qu'il montre. Ça, c'est un tableau de 1945 où Picasso veut faire la différence entre le fait de reproduire quelque chose et une œuvre. Donc, c'est le fait de réussir à rendre les choses extrêmement épurées et tout. Et voilà comment Apple se présente. Alors, je voudrais vous présenter 4 phrases de Picasso. La première phrase, qui pour moi pourrait s'appeler le paradoxe de la contrainte. Première phrase. Durant un long moment, je me suis limité à une couleur comme une forme de discipline. Apple a décidé que ses produits ne seraient pas compatibles. Et voilà, c'est comme ça. Deuxième phrase, chaque acte de création est un acte de destruction. Deuxième paradoxe de Picasso, on crée en détruisant. On détruit tout ce qui n'est pas intéressant pour arriver à la substantifique moelle. Troisième chose, être prolifique. C'est le plus grand peintre de tous les temps en termes de kilos peinture. Le nombre de tableaux qu'il a fait. Parce que lui disait, faut faire. Et puis dedans, on verra bien. Et troisième chose, à partir du moment où vous pensez quelque chose, faites-le. Ne vous demandez pas si c'est faisable, faites-le. Et moi, ça me donne une première grille stratégique en me disant que c'est bien de se donner des contraintes, c'est bien d'être prolifique, c'est bien de faire quand on a imaginé quelque chose, et c'est bien d'essayer de créer en détruisant tout ce qui n'est pas intéressant. Et puis, vous voyez, de la même façon,
il n'a pas eu peur de s'inventer des compagnons de route un petit peu antagoniques. Comme Apple a challengé IBM, il y a eu un débat entre Picasso et Matisse et qui, très intelligemment, n'a jamais gêné l'un ni l'autre. Quand on en vient à Dali et l'aspect créatif, Dali a toujours capturé les externalités, c'est-à-dire qu'il a toujours pris ce qui était le moment dans lequel la société était. Ça, vous avez une bouteille de Coca-Cola pour montrer que le monde qui nous attend est catastrophique, et là, il s'est servi de l'ADN. Et puis, il a marié le passé, le présent et la future. Voilà sa phrase. « Si tu es de ceux qui croient que l'art moderne a surpassé Vermeer et Raphaël, ne lis pas de livres et continue dans ta béate idiotie. » Et là, il se sert d'une icône de la mythologie grecque et romaine pour pouvoir ensuite avancer. Et puis, il a revisité les modèles culturels. Ça, c'est ce qu'il a fait pour le Harper Bazaar en couverture. Et ça, c'est une robe avec Elsa Schiaparelli qui s'appelle la robe Omar. Et puis finalement, qu'est-ce que fait Apple ? Apple capture une externalité quand il prend 1984 et Orwell. Apple marie passé, présent et futur quand, en disant Think Intelligent, il convoque les gens du passé. Et pour la petite histoire, il convoque Picasso. Et puis pour lancer d'Apple Watch, comme là on vient revisiter le Harper's, et bien là, Apple, pour lancer sa watch, finalement a pris toutes les icônes, a passé des accords avec toutes les icônes de presse du monde entier. Et de la même façon, l'un comme l'autre n'ont jamais oublié qu'ils étaient des petits actifs sur pattes. Ils sont des goodwill sur pattes. Alors, ça nous donne ce que j'appelle la Picasso-Dali grid, la grille Picasso-Dali. Si vous regardez tout ça, et puis, paf, paf, on va y coller Zara. Le paradoxe de la contrainte, Zara dit qu'il n'y aura plus jamais de collection. Il s'en fout. Avant, il y avait collection printemps-automne. Zara décide que non. Il fait des produits et puis basta. Être prolifique, plus de 30 000 modèles. Imaginez faire, qu'importe ce que les gens diront. Allez, on introduit l'élastane pour les fitted clothes. On crée Zara Home. Ah bon, on n'a pas l'equity, on va le faire et on verra bien. Et puis, on vend sur Internet. Create by destroying, pas de restock. On vend. Et après, les gens sont tristes, ils n'ont pas, tant pis, on s'en fout. On a vendu. Et en exécution, on prend des externalités, ok. On revisite la mode et on revisite les codes de la couture. On revisite les promesses d'aujourd'hui, on offre de la singularité à chacun. Et puis, on lit le passé, le présent, le futur. Vous allez chez Zara, vous trouverez le costume classique, la veste classique, la robe classique. Et le président de Zara n'a jamais oublié la façon de se mettre en avant. Et moi, je me dis que l'Espagne, c'est la passion, du coup. C'est la démesure, du coup. C'est l'ordre dans le désordre, du coup. Mais pour faire tout ça, il faut une ingéniosité incroyable et une marque Espagne et des produits qui recréeraient et qui rebasculeraient leur equity derrière ça, mais ce serait un truc extraordinaire à faire. Et puis après tout, les ferias, si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est ? Et les tapas, on croit que c'est un désordre, un bordel impossible, mais c'est une ingéniosité, il y a un équilibre là-dedans. Et puis de la même façon, l'architecture espagnole, de tout temps, que ce soit l'Alhambra, l'Alcazar, le Guggenheim aujourd'hui, ça répond à ça. De la même façon que le flamenco. Dans votre programme, vous nous expliquez que ce n'est pas une danse, c'est une danse, c'est de la musique, c'est des chants, avec des influences de partout. Donc, l'Espagne, elle est riche de ça. Et moi, je rêve de marques espagnoles qui travailleraient selon cette grille. Et ces marques-là, c'est un crime qu'elles ne soient pas connues dans le monde, beaucoup plus. Elles le mériteraient. Le nation branding et la singularité et la fierté de ces modèles est une autoroute pour la valeur ajoutée. Voilà. Donc maintenant, si vous voulez que l'Espagne soit une love mark, après tout, pensez Picada. Et puis, quand vous en viendrez à innover, pensez à la grille Picada. Merci beaucoup.